Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h38, nous sommes de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, Catherine Ney. On a le plaisir de recevoir Thierry Breton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien commissaire européen au marché intérieur, ancien ministre. Les 10 renoncements qui ont fait la France, c'est votre livre. Il est passionnant aux éditions Plomb. Comment on en est arrivé là? On va faire ce diagnostic, poser à nouveau ce diagnostic sur l'état de notre pays. Écoutons d'abord Emmanuel Macron. Ce matin, c'était les vœux aux armées sur la base aérienne d'Istres. Il dit quelque chose de très intéressant. Pour être puissant, il faut être craint. D'accord, mais il faut d'abord être puissant. On va l'écouter. Notre effort de défense va continuer, ici, comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pour Emmanuel Macron. Est-ce que la France est encore puissante, Thierry Breton, ou est-ce qu'elle est impuissante, selon vous? La phrase que vient de dire le président de la République, du reste, elle peut se lire dans les deux sens. Pour être craint, il faut être puissant. Pour être puissant, il faut être craint. Oui, c'est certain. Oui. C'est certain qu'aujourd'hui, il faut que nous retrouvions cette capacité donc de puissance. Mais voyez-vous, pour répondre à votre question, on est obligé, et je crois qu'il faut qu'on en prenne l'habitude, quelles que soient, je dirais, les origines d'où l'on parle, qui l'on est, on ne peut plus être puissant si on n'est qu'un seul pays, et je pense en particulier à nous autres, Européens. On le voit bien dans ce monde que décrit le président de la République. Mais là, je vous parle de la France. Oui, mais j'entends. Oui, mais ça compte, la France. La France seule, c'est pas suffisant aujourd'hui par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie. Donc, bien sûr qu'il faut être puissant. Mais c'est en additionnant nos puissances qu'on pourra effectivement être craint au niveau de quoi? Des empires qui nous prennent en tenaille. C'est un aveu de faiblesse terrible, donc, Thierry Breton. Au contraire. Tout seul, on ne pèse plus rien. Alors qu'on a la dissuasion nucléaire, qu'on est un grand pays. Mais Madame Ferrari, c'est pas un aveu de puissance, c'est la parole d'un Français comme vous, qui sait que nous sommes 68 millions sur une planète de bientôt 9 milliards. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il faut donc le savoir. Il faut le dire. Il est dit renoncement, là vous dites lui, il ne renonce pas. Il n'en a pas les moyens, mais il ne renonce pas parce que la France, dans ce contexte que je viens de rappeler, évidemment, la France, évidemment, est le seul pays qui est totalement autonome sur son architecture de défense, évidemment, y compris avec la dissuasion nucléaire. Par parenthèse, je note que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, pas plus tard que la semaine dernière, s'interrogeait sur le fait de savoir s'il fallait laisser, je mets des guillemets pour nos téléspectateurs, l'usage de l'arme nucléaire à la main des Européens, c'est-à-dire à la main des Britanniques ou des Français, ou s'il fallait le leur reprendre. C'est pour vous donner le sentiment dans lequel nous sommes. Donc voilà, c'est ça le contexte. Donc oui, dans ce contexte, il faut qu'on soit tous ensemble, et il faut évidemment que nous jouions ce rôle, que la France joue ce rôle. La France a un rôle très important en matière de défense, parce qu'effectivement, nous sommes beaucoup plus équipés, beaucoup mieux armés, et nous avons effectivement ces capacités que d'autres n'ont pas. Mais je le dis, c'est à 27 qu'on pourra le faire, certainement pas tout seul. Quand vous voyez l'effort de réarmement mené par l'Allemagne, Thierry Breton, que vous connaissez bien, 500 milliards d'euros sur la table, des usines automobiles transformées en usines d'armement, ça vous fait pas quelque chose? Vous vous dites pas, on n'est pas du tout sur le même rythme, nous autres Français, on ne va pas assez vite? Tout le monde sait que l'Europe s'est reconstruite évidemment après-guerre en tenant compte de ce qui s'était passé, évidemment. Et on sait également qu'en 1954, et j'en parle dans mon livre, si jamais nous n'avons pas voulu suivre l'Europe de la défense, donc la Communauté européenne de défense, la CED, alors que l'ensemble des 6 pays fondateurs de l'Europe l'avaient souhaité, l'avaient même voté pour 5 d'entre eux, et nous ne l'avons pas voté, c'est parce que beaucoup craignaient le réarmement de l'Allemagne. Il faut bien se rappeler de cela. Et c'est vrai que l'Allemagne a pris un chemin qui a été un chemin, donc après effectivement cette occasion ratée, a pris le chemin de s'abriter sous quoi? Sous le parapluie américain. Donc aujourd'hui, il y a un retard évidemment à combler. Les Allemands, et c'est une première quand même dans notre histoire d'après-guerre, ont réalisé, mais le disent aussi explicitement, il faut désormais faire en sorte de tenir compte de ce désengagement américain
Ils ont un retard énorme à rattraper, et ce retard, évidemment, il se traduit par les sommes que vous venez d'évoquer. Mais il faut aller très vite. Et 500 milliards, c'est beaucoup d'argent. Oui. Des entreprises... Ils n'ont pas la même dette que nous, hein, comme vous le savez. Évidemment, ça leur donne la capacité d'agir. Et des entreprises aujourd'hui, comme Rheinmetall, je ne fais pas publicité à personne, mais ça se sait, sont des entreprises qui sont aujourd'hui extraordinairement dynamiques sur le territoire européen en matière de défense. Et donc, oui, cette volonté, cette ambition de réarmement est en route. Mais là encore, il faut avoir du leadership au niveau européen pour que ça se fasse de façon harmonisée et pas de façon séparée. Parce que si on le fait de façon séparée, on en reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure, fragmentation. La fragmentation, c'est pas la puissance. Mais vous pensez que c'est possible ? Mais écoutez, je l'ai fait, donc je peux dire que oui. Je l'ai fait quand j'étais commissaire, notamment en charge des affaires de défense. Souvenez-vous, Madame Ney, qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur la capacité de fournir des obus. Vous vous souvenez, ces fameux obus 155 pour aider précisément les Ukrainiens à réagir. On ne fabriquait que 600 000 par an. Les Russes étaient environ à 2 millions. Eh bien, on a pris les choses en main. Et en l'espace de moins de 18 mois, on est passé à plus de 2 millions. C'est-à-dire qu'on a rattrapé pratiquement la capacité de production de la Russie. Donc oui, c'est possible, mais il faut du leadership, il faut de l'énergie, il faut avoir une vision, il faut avoir aussi des moyens. Pour pouvoir précisément le faire de façon mutualisée et ne pas laisser un État ou un autre faire les choses. Donc oui, c'est possible, mais là encore, et je leur dis, vous savez, dans les moments aussi critiques que nous vivons, c'est des moments que je considère historiques dans un certain sens, c'est les hommes qui font la différence, ou les femmes, bien entendu, et c'est le leadership qui doit compter plus que tout. Aujourd'hui, je le dis, au niveau des institutions européennes, on a des institutions qui sont, hélas, par rapport à la situation, trop faible, me semble-t-il, par rapport au caractère historique que nous avons à affronter. Et un manque d'incarnation évident. Oui, Dragnel. Thierry Breton, le point commun qu'il y a entre les trois grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, c'est qu'ils se sont préparés à vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a 20 ans, ils ont fait des choix de réarmement, d'industrialisation, de maintien d'un certain nombre de capacités. Ce qui apparaît comme évident aujourd'hui, c'est qu'il y a des choix stratégiques qui n'ont pas été faits il y a 15, 20, 25, 30 ans en France. Vous, je ne sais pas vous nommément, mais quand vous étiez ministre, par exemple, selon vous, à côté de quel choix vous êtes passé ? Et c'est pas vous personnellement, c'est la classe politique à laquelle vous apparteniez. Qu'est-ce que vous feriez différemment qui aurait permis peut-être à la France de ne pas être dans cette situation où là on est tous extatiques face à notre faiblesse ? Je vous livrer une anecdote. Lorsque j'étais ministre, puisque vous y faites référence, le général Georges Jolin, que Catherine Ney a bien connu, était le chef d'état-major du président de la République, avant que de devenir chef d'état-major des armées. Je connaissais bien, on avait tissé des relations personnelles et très amicales. Nous avions fait l'IHEDN ensemble. Et ça crée des amitiés qui durent toute une vie. Ça a été notre cas à tous les deux. Et lorsque nous nous retrouvions, précisément pour parler précisément de ces affaires de défense, on s'appelait avant, on se calait, et le président de la République, Jacques Chirac, je vais vous livrer un petit secret ce soir. Il me tutoyait. C'est quand même, Thierry, t'es dur avec tout le monde, tu serres la bise de tout le monde, mais dès qu'il s'agit du général Georges Jolin et de la défense, tu donnes tout. Voilà, je ferme la parenthèse pour vous dire que dans le champ qui était le mien, en fonction de ce qui était présenté, y compris en ce qui concerne le porte-avions, on a fait ce qui était demandé. Alors maintenant, est-ce que collectivement... Thierry Breton, moi, le sens de ma question, c'est pas uniquement sur le volet de la défense. On voit bien que le modèle complet de la puissance, c'est avoir une économie dans laquelle on peut vraiment investir, on n'est pas surendetté, avoir une industrie suffisamment forte. Je vais vous donner un exemple, moi aussi, personnel. Quand moi, j'ai passé mon baccalauréat, on m'a appris une chose, c'est que les pays industrialisés, c'était des pays en voie de développement, et que nous, on avait une économie tertiarisée, et que c'était ça la puissance. C'était ça ce qu'il y avait dans nos manuels d'économie. La a été tragique, vous avez raison, mais je voudrais peut-être élargir, si vous le permettez, votre question pour revenir précisément aux acteurs qui nous entourent, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Évidemment. Et évidemment, vous avez raison, les États-Unis ont maintenu à peu près leur appareil de défense et leur budget. Pour nos téléspectateurs, 1000 milliards de dollars par an, ce qui est quand même considérable. La Chine, progressivement, elle vient de loin, mais elle rattrape maintenant progressivement. On sait qu'aujourd'hui, la Chine est le pays qui met le plus de bateaux, de navires de guerre à flot tous les ans. La marine nationale, tous les ans. La marine française, c'est une marine française, effectivement, tous les ans. Et puis, la Russie, non. La Russie n'a pas gardé son appareil, c'est pas vrai. La Russie a gardé son appareil nucléaire, c'est vrai.
le réduisant du reste. La Russie, on l'a bien vu au début, avait du reste des infrastructures militaires qui étaient extrêmement obsolètes, et c'est la raison pour laquelle du reste ils sont allés chercher lesquelles, celles des Iraniens, celles des Nord-Coréens. Donc la Russie, c'est faux. Mais en revanche, c'est vrai que depuis, ils ont accéléré. Bon, maintenant, ce constat, il est là, mais est-ce que c'est trop tard? Non. Et je vous le dis vraiment avec vraiment la conviction de l'expérience. À partir du moment où nous avons la volonté, je sais qu'on peut le faire rapidement parce qu'aujourd'hui, nous avons un budget globalisé, nous les 27, qui est très très supérieur évidemment au budget russe, 3 à 4 fois. Donc on a vraiment de quoi faire. Encore faut-il qu'on ait la volonté de coordination. Et c'est là on le voit avec par exemple l'avion franco-allemand, le SCAF, etc. C'est là où on voit qu'il faut vraiment du leadership maintenant. Vous savez, on est dans une tempête. On rentre dans une tempête. Dans une tempête, vous n'avez pas le temps de vous demander si votre bateau il est bien capé pour la tempête. Il faut un capitaine. Il faut un capitaine qui tienne le cap. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut un homme providentiel, nous dites-vous. Dans ce livre, Les 10 renoncements qui ont fait la France, vous dites qu'il y a eu un renoncement à l'équilibre au moment de Napoléon et donc de la constitution de l'Empire français. On est en plein dans le sujet avec la reconstitution d'empire entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Il n'y a pas d'homme providentiel aujourd'hui. Il n'y a pas de leadership. Il y a des empires qui vont nous dévorer tout cru. Alors il y a des empires, effectivement, lorsqu'on est... Regardez le Groenland. Oui, vous avez parfaitement raison, et je trouve que c'est très opportun de faire référence précisément à ce qui se passe les velléités qui sont exprimées, notamment de la part du président des États-Unis, Donald Trump, sur le Groenland et ses références à l'Empire. Les trois puissances qui nous entourent font des références historiques à l'Empire. Bon, on sait que pour Vladimir Poutine, c'est Pierre le Grand, c'est la grande tsariste, etc. On sait que pour Donald Trump, c'est la période impériale des États-Unis, c'est-à-dire cette période entre 1896 et 1909, avec 2 présidents qui sont McKinley, qui sont ensuite Theodore Roosevelt, où les États-Unis vont à coup de guerre, Philippines, d'achat, augmenter les territoires. Et puis n'oublions jamais la Chine, parce que derrière tout ça, la vraie confrontation dans laquelle nous sommes engagés, c'est évidemment la confrontation qui va nous occuper, hélas, pendant les années qui viennent, peut-être même la génération qui vient, c'est la confrontation évidemment entre les États-Unis et la Chine. La Chine, où Xi Jinping fait référence lui aussi aux grands moments impériaux, aux grandes périodes impériales de la Chine, de 440 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et il n'oublie pas de citer le grand amiral Zheng He, qui a été le grand amiral historique, emblématique chinois, eunuque musulman du reste, qui a été celui qui a ouvert les routes de la soie, et donc il fait des références. Ce sont des grandes figures impériales. Et nous, effectivement, vous avez raison, on a tous connu, nous aussi, indépendamment, pas les 27, mais presque, que ce soit la France, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, nous avons connu effectivement aussi nos périodes impériales, mais elles sont derrière nous. Ça a été douloureux du reste, difficile de tourner la page. Mais elle est tournée. Donc il faut à la fois que nous ayons, comme le dit le président de la République, les attributs de la puissance, non pas parce que nous sommes une puissance impériale, nous sommes un projet de paix, c'était comme ça que nous avons été constitués, mais il faut maintenant exister dans ces rapports de force, donc il faut avoir les attributs de la puissance, et sans avoir les velléités impériales. Eh bien c'est pas facile, mais comme vous le disiez tout à l'heure, le président Trump, qui ne cache plus maintenant que son intention de mettre la main sur le Groenland. Enfin, il faut le dire les choses comme elles sont. Il va y arriver, vous croyez? Mais on verra bien. Mais en tout cas, je pense par la négociation. Je pense que c'est précisément en référence à ces périodes impériales qu'on a peut-être un élément de réponse à votre question, Madame Ferrari. Parce que moi, je me souviens de discussions que j'ai pu avoir, y compris avec lui, ou y compris avec Jacques Chirac et Vladimir Poutine. Le président Trump, il était très émerveillé par la taille de la Russie. Alors, c'était quand même 17 millions de kilomètres carrés, c'était 9 fuseaux horaires. Alors, la Russie, c'est pas un très grand pays d'un point de vue démographique. On sait que c'est moins peuplé que la France et l'Allemagne réunies. C'est pas un grand pays de matière économique. C'est inférieur au PIB de l'Italie, mais c'est quasiment un pays continent. Et ça le faisait vraiment, je sentais que ça le faisait vraiment, il avait des yeux qui clignaient. Bon, et ben voilà, donc moi je pense que dans son objectif impérial, le fait de rajouter 2 millions de kilomètres carrés, ou 2,2 millions exactement, aux 10 millions existants, c'est quelque chose qui compte. Je mesure, en vous disant ça, le caractère un peu surprenant, voire surréaliste, mais je crois que c'est aussi ce type d'éléments qu'il faut prendre en compte pour lire ce qui peut se passer. Et puis c'est une philosophie d'agent immobilier et de constructeur immobilier. Voilà, lui, voilà, les possessions, là, être propriétaire, c'est quelque chose qui vibre en lui. Si on va dans votre sens, Madame Ney,
on sait qu'à ce moment-là, ça s'arrête jamais. Eh oui. Donc après le Groenland, c'est quoi? De nouveau le Canada? oui, mais, on rajouterait 10 millions supplémentaires et on passerait Vladimir de 10 Poutine dit plus il n'y a 2. pas de frontières. Voilà. Il n'y a pas de frontières pour la Russie. Voilà. Alors, comment lutter contre ces Eh impérialistes? bien, je crois vraiment d'abord en étant nous-mêmes, en faisant vraiment référence à ce que nous sommes collectivement. Bien entendu, on a nos différences, il faut les préserver. Bien entendu, on a nos souverainetés, il faut les préserver. Mais il y a un certain nombre malmenés, nos souverainetés. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre ensemble pour peser et pour le faire savoir. Bon, voilà, on a vu qu'il y avait maintenant des exercices, je crois que c'est comme ça qu'on a dit, militaires. Manœuvre. 15. Manœuvres. 15. 15 soldats. Oui, mais enfin bon, voilà, raisonnable. c'est le signal qui est engagé. Je pense que vraiment, il faut le dire de façon très claire. Il y a deux éléments qui sont non négociables pour nous. C'est précisément d'une part, effectivement, je dirais notre intégrité géographique. Du reste, je rappelle que par l'article 42.7 des traités, si l'un des États membres est attaqué, c'est tous les États qui sont attaqués, il ne faut jamais l'oublier. C'est plus puissant du reste que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN. Et puis, il y a évidemment aussi tout ce que nous avons voté. Nous avons voté pour nous protéger d'un certain nombre de règles dans l'espace informationnel. Ça, c'est la démocratie qui l'a voulu. Je rappelle, plus de 90% des députés qui l'ont voté, 27 États membres sur 27. Ça non plus, on ne peut pas s'amuser à se faire détricoter parce que ça ne plairait pas soit à l'ouest de notre pays ou de notre continent, soit à l'est de notre continent. Et peut-être arrêter les renoncements. Ces renoncements qui ont fait la France. C'est un terme qui, hélas, malheureusement, quand j'ai écrit ce livre, il est devenu assez prégnant. Je le regrette, je n'avais pas imaginé aussi qu'en l'écrivant, lorsque ce livre sortirait, j'ai mis quelques années à l'écrire, la France serait dans une telle situation de renoncement.